Amis téléspectateurs, honneur, merci d'être avec moi pour ce nouveau voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Ce soir, je suis allée pour vous au marché de la musique et encore au marché du livre. Et je vous ai rapporté des percussionnistes. Avec moi, j'ai Kenny G. Kenny G, Atlas de Duet Album. Kenny G, nous sommes en plein saxophone. Et encore Kenny G. Et pour faire plaisir à mon invité de ce soir, je vous proposerai Chris Botti. Chris Botti a eu une performance à succès à Los Angeles avec des amis. Et de cette performance est sorti ce DVD. Chris Botti et sa trompette. Chris Botti de First Wish. Chris Botti, To Love Again. To Love Again est très beau car il a comme invité Sting, Paula Cole, Michael Bublé, Jill Scott, Paul Buchanan, Gladys Knight, Whitney Houston, Rosa Passos et Steven Tyler. Et le préféré de mon invité, Italia. Ah ouais. Évidemment, avec Italia, nous avons Andrea Bocelli, Paula Cole, Dean Martin. Et encore Chris Botti. Et le dernier, et pas le moindre, Chris Botti de Night Session. Ce CD a été enregistré pendant la nuit. Rien que pendant la nuit. Nous laissons un peu le monde de la musique pour aller vers les livres. Et ma suggestion ce soir, Le patient anglais. Quelque part en Italie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une villa transformée en hôpital militaire, Anna, une jeune infirmière, veille sur son unique patient, un aviateur anglais, atrocement brûlé lors d'un accident d'avion dans le Sahara. Deux hommes font irruption dans la villa, éventrés par les obus, et chacun tour à tour doit dévoiler son secret. Le plus énigmatique reste celui de ce patient anglais, ivre de morphine, amoureux du désert, qui raconte dans les marges des livres ses propres histoires chimériques. Le patient anglais a obtenu le Booker Prize en 1992 et a été adapté à l'écran par Anthony Minghella. Évidemment, il en est sorti un film. Et ce qui arrive rarement, c'est que le film est aussi beau que le livre. Nous laissons le monde de la guerre pour aller vers une guerre plus intime, ce que nous pourrions appeler une guerre intérieure. Ce qui m'amène à vous proposer le parfum. Avec ce livre, l'intérêt du lecteur suit la trame de ce mystérieux personnage qui en même temps nous instruit
et nous emmène dans le décor et l'après-décor et l'arrière-décor des parfums. Nous aimons tous les senteurs, mais il est bon de savoir comment ça se passe, ce qu'il y a derrière tout ça, qui a le nez et qui ne l'a pas. L'histoire se passe au XVIIIe siècle, où vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables, et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de grenouille avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs maîtrisait le cœur des hommes. C'est son histoire abominable et drôlatique qui nous est racontée dans Le Parfum, un best-seller mondial récemment porté à l'écran. Bernard Pivot nous dit « À vue de nez, un chef-d'œuvre ». Le Parfum est de Patrick Süskind et il a été évidemment porté à l'écran. Et le film est aussi horrible, aussi beau et aussi majestueux, sinon aussi émouvant que le livre. Nous continuons le voyage, amis téléspectateurs, et comme d'habitude, nous revenons chez nous. Et nous allons aujourd'hui parler d'Anthony Phelps. Nous savons tous qu'Anthony Phelps est un romancier et aussi un poète. Mais le plus souvent, on parle des textes du poète. Cependant, il a écrit Mémoire en Colin Maillard, qui est un petit chef-d'œuvre de la littérature haïtienne. L'histoire se passe au temps des Duvalier et pourtant, elle est d'actualité. Colin Maillard d'Anthony Phelps. Et puisque nous parlons de poésie, amis téléspectateurs, nous allons arrêter là votre temps d'attente. Il est temps pour moi de vous présenter mon invité, ami, complice, Geneviève Vanté. Qui est Geneviève Vanté? Si je dois faire le profil de Geneviève Vanté, je dirais qu'elle est une épicurienne. Honneur, Geneviève, bienvenue à bord. Merci, merci. Geneviève Vanté est poète, romancière, peintre, publiciste. Elle parle 4 langues, elle est photographe. Geneviève Vanté aime, ou alors est aimée par la poésie, car bien qu'elle se dise romancière, bien qu'elle ait écrit des romans, le côté poétique prime. Et même lorsqu'elle vous parle, on sent le poète en elle, le poète à fleur de peau, le poète qui n'arrive pas à exorciser cette poésie qui l'habite. Alors Geneviève, parle-nous un peu de Geneviève Vanté. Qui est Geneviève Gaillard Vanté? Alors là, il faut remonter à, je ne sais pas, depuis très jeune sûrement, quand j'ai commencé à être intéressée d'abord à la lecture, encouragée par ma famille, mes parents. Dès très jeune, mon père, mes grands-parents valorisaient énormément ce qu'était la lecture. Et en été, surtout pendant les vacances, il était absolument obligatoire. Mon père écrivait? Mon père a écrit un livre. Mais c'est plutôt mon oncle qui était historien et écrivain. Et mon père a publié un livre, Le village de Kinskov. Oui, nous venons d'une famille intéressée par les beaux mots, la belle écriture. Donc c'était belles lettres. Les belles lettres. Au propre comme au figuré. Voilà. Alors c'était absolument obligatoire pour moi d'être très jeune. Tous les jours, je devais lire un passage dans un livre que je racontais à mon père quand il rentrait de l'école, en fait du travail. Et finalement, à force de lire, je pense qu'on finit tous par pouvoir étaler nos mots aussi. Alors c'est de là, je pense que ma passion pour les mots, les belles lettres. Oui, mais dans cette famille, des deux côtés, il y a une histoire de lettres. Oui.
Et du côté de votre mère, et du côté de votre père, et du côté de mon père. On s'écrivait de très belles choses. C'est ça. Donc de là, je pense, à débuter, sans même le savoir, cette tendance à la littérature, j'imagine. Ce besoin d'écriture. Et ensuite aussi, il y a eu les voyages. Dès très jeune, j'étais exposée au voyage. Et mon père m'encourageait, nous encourageait, mes frères aussi, à faire autant, de pouvoir raconter sur papier ce qu'on en avait vu au cours du voyage. Alors là, c'était vraiment la catastrophe. Mon grand-père se marrait quand il me lisait. Il me disait, jamais tu seras un écrivain, jamais tu pourras écrire parce que tu ne sais pas écrire. Mais finalement, bon, à force de piocher, de continuer dans la lecture, je pense que ça a beaucoup aidé et c'est ce qui m'a amené finalement à pouvoir arriver à avoir l'audace d'écrire mon premier roman qui a plus de 280 pages, je pense. Et ce roman s'appelle Ombre du temps. Ombre du en temps. 4e de couverture, je lis « Une enfance haïtienne comblée, des paysages magiques. Une brève rencontre de hasard ayant pour décor la beauté incomparable de la culture et de l'art arabo-andalou, l'évocation d'un temps révolu, reconstruit au gré de plus beaux souvenirs, une autofiction, merveilleuse, remplie d'un charme profond, où se mêlent ingénieusement en musique poétique, réalité et imaginaire, une œuvre foisonnante, inspirée d'ombre dans les méandres de la rencontre étincelante aussi entre un mythe et un regard. Madrid. L'Andalousie et ses trésors enchanteurs, une histoire unique, inoubliable. Évidemment, elle n'y échappe pas, il y a de la poésie dans l'air. La nuit, je repense à mon enfance, m'amusant avec mon ombre, à ma merveilleuse jeunesse enivrée par l'euphorie, me laissant aussi exalter par le souvenir d'un regard, recréant ainsi la beauté fugace des moments, au fur et à mesure que reviennent les images, je revis. Seulement alors, peu à peu, je sombre dans le sommeil. Et dans la nuit en couleur, quand arrive l'heure bleue avec ses reflets de velours, la vie se mesure au rêve. Les météores se transforment en pluie d'étoiles, tandis que l'ombre frémissante de l'océan jaillit une farandole de milliers de lucioles. C'est très beau, ça. C'était déjà la poésie, hein? Oui, c'était et c'est encore la poésie. Alors, Geneviève, parlez-nous un peu de la genèse de ce livre qui va remporter le prix Deschamps. Alors, ça fait déjà assez longtemps, hein? Ça remonte à 2001, l'histoire, c'est une belle histoire qui débute en Haïti, l'enfance de l'héroïne en Haïti, entourée par sa famille, dans un cadre très agréable, privilégié, et puis où se passe pas mal d'activités, de rencontres, le quotidien, quoi, de la vie de cette famille-là. Et au fur et à mesure, il y a aussi les moments difficiles de l'époque, puisque j'ai placé l'histoire à l'époque qui correspond à celle de mon enfance également, dans cette période difficile que nous avons connue de la dictature. Donc, entre les chapitres, il va y avoir des descriptions aussi de la peur, de l'angoisse la nuit, avec tout ce qui se passe au dehors. Et puis voilà, finalement, Sophie, l'héroïne, s'en va, elle quitte son pays, son beau cadre, sa famille, pour aller étudier en Europe, en Espagne. Et c'est là qu'il va y avoir un grand changement dans sa vie, où elle va rencontrer un homme qui aura une très grande importance dans sa vie et qui va bouleverser tout ce qu'une femme peut expérimenter. La question qui revient souvent quand on est lecteur, on se demande, est-ce une autobiographie ou est-ce l'imaginaire de l'écrivain ou un mélange des deux? Est-ce qu'il y a un jumelage de la réalité et du rêve? Bon, comme toute écriture, Marie-Alice, on n'invente rien. Tout est réel et tout est faux aussi, parce qu'on utilise des faits réels et puis on les manipule, on les embellit, et puis de là va rejaillir une histoire magnifique comme on a envie de la rencontrer, ou du moins, je dis toujours, comme on aurait aimé la lire. Donc, c'est plus ou moins ça. Il y a beaucoup de
de ma vie, de mon enfance dans cette histoire. Et puis, naturellement, améliorer. Et puis, c'est devenu aussi une autofiction parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réelles non plus. Mais finalement, une belle histoire, quoi. Où s'arrête la fiction, où commence le réel? Voilà, c'est une bonne question. Ou vice versa? Je pense que c'est les deux côtés. La fiction commence où se termine la réalité et la réalité recommence où se termine la fiction. Oui, mais le livre ne s'arrête pas là. Après ce titre, Ombre du temps, va arriver un autre livre. Ah oui, tout de suite après, en 2003, a suivi un autre roman, Parfum de cèdre, qui est une très belle histoire. C'est plutôt, je dirais que c'est une histoire inspirée de la réalité, une vraie histoire, qui... Là, on est plus proche du réel, n'est-ce pas? Oui et non, parce que beaucoup de faits dans l'histoire sont basés sur des histoires que m'ont racontées mes grands-parents. C'est une histoire qui se passe en 1924, au Gonaïves. J'ai placé l'histoire au Gonaïves parce que la famille de ma mère était des Gonaïves. Et c'est une histoire épistolaire, c'est un dialogue ou un échange de lettres entre un homme et une femme qui se sont rencontrés, mais qui sont séparés parce que le type devait retourner en France cette fois-là. Et c'est un voyage maintenant en France, un voyage de la vie, de ce qu'était la vie au Gonaïves dans les années 24. Une très belle histoire, il y a beaucoup d'énigmes aussi à découvrir. Et une histoire aussi tout aussi merveilleuse, où l'amour finalement... il y a un autre titre qui suit. Et tout de suite après, il y a eu un conte, Héros de Bagdad. Ça, c'est une histoire qui m'a été inspirée de manière foudroyante en regardant les images à la télévision à l'époque du bombardement de l'hôtel, c'était l'hôtel Bagdad, je pense, à l'époque. Et je me suis dit, mais comment ces hommes quittent leur pays pour aller dans des endroits si dangereux, des lieux belliqueux où risquer leur vie simplement pour raconter. Et c'est comme une lumière, j'ai eu cette histoire, ce dialogue encore à nouveau avec cet homme qui est un journaliste et qui reprend contact avec cette femme qui avait ce rêve d'écriture. Et c'est une rencontre qui se fait entre eux au moment où lui, il va passer de la vie à trépas. Et avec toutes les émotions et toute l'explication pourquoi il aura choisi d'aller sur ce terrain et faire ce travail où il avait beaucoup d'espoir, sans trop comprendre finalement à la fin que bon, on fait un travail magnifique, mais c'est pas évident que ce que l'on essaie de faire passer touche les âmes qui regardent à la télévision. Je ne dirais pas parce que autrement l'écrivain aurait cassé sa plume et c'est pas le cas parce que là on va aller dans la poésie pure. Et l'œuvre qui est une œuvre inédite, donc c'est notre scoop. Oui, qui n'a pas encore été publié. C'est un recueil de poèmes, ballades. Des ballades, oui. Magie bleue. Et évidemment, Geneviève me fait l'insigne honneur de pouvoir offrir Solitude à Yann. Alors, oui, c'est un recueil qui a au moins une 60aine de poèmes. Alors, j'ai choisi pour toi et pour Yann, que je ne connais pas, mais je pense que cela te plaira beaucoup. Alors, solitude. Fané mon visage et plus aucune trace de fraîcheur survécue. Bruine dans le silence, feuilles desséchées, dispersées. Et mes cils embués si loin de notre terre. Cette ombre de toi, tourment infini. Nostalgie, lèvres tièdes, le long de ma nuque, tes doigts comptant un jour les miens. Solitude. Pénombre dehors, et si seulement tu revenais encore. Mais c'est une émotion qui peut être commune à toutes les femmes. Oui. À un moment de la durée. De la vie, c'est ça, où finalement on fait un bilan, on se souvient, et puis on rêve encore que c'était encore possible. Mais quand est-ce que nous aurons le plaisir de voir ce livre sur le marché, la signature vente? Alors, le livre, cette décision ne dépend pas de moi parce qu'il a été publié en Floride par les éditions des femmes multiculturelles, de la présence des femmes multiculturelles. Et
Alors j'attends qu'elle se décide à organiser la vente signature quand ce sera possible. Et ça se fera en Floride, en Haïti Bon, probablement en Floride, mais aussi en Haïti. Il faudra que je le fasse aussi en Haïti. Oui, parce qu'il faudrait faire profiter le lectorat haïtien de pages aussi belles. Absolument, absolument. Et là, on va espérer que bientôt ce sera possible. Il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, ce qui a retardé un petit peu la décision de la maison d'édition, mais il faudrait penser que d'ici la fin de l'année, ce sera possible. Mais à côté de ça, ma suggestion serait aussi qu'il y ait un livre des photographies de Geneviève, car sur Facebook, tout un chacun se régale de ces alors là, photos. Facebook, c'est tout à fait une autre histoire. Tout à fait une autre histoire. Pour le moment, de Magie Bleue, les dessins, enfin les illustrations. Je peux partager les avec illustrations, les illustrations sont de moi. Et c'était un défi, mais on y est arrivé quand même à utiliser les dessins. Il y a une image de la femme qui revient toujours. Beaucoup. La femme revient beaucoup. C'est une image obsessionnelle de la femme. La femme, au sommet. Est-ce que c'est un autoportrait? Autoportrait, reflet de mon âme, d'une certaine manière, oui et non, de toute la femme. Enfin, ça représente l'âme de la femme en général. La femme en général. Toutes les femmes avec qui j'ai grandi, les femmes avec qui j'ai vécu, les femmes qui m'entourent. Et puis les hommes aussi. Il y a la pensée des hommes aussi, à travers les lignes. On peut retrouver. Oui, bien sûr, avec l'épicurienne, on ne saurait oublier les hommes. Absolument. D'autant plus qu'ici, j'ai ce qui arrive rarement, un dessin qui représente les pieds. Les pieds. Ça, c'est un message pour les hommes. Voilà, voilà. Et ça revient à la discussion qu'on avait eue la semaine dernière avec Sandra. Oui, on parlait justement pourquoi devait-on ou ne devait-on pas exposer les pieds. Et nous disions que les pieds sont un reflet de l'âme. Exactement, une histoire. Les pieds ont une histoire à raconter. Les pieds ont une histoire à raconter. Alors là, amis téléspectateurs, en vos noms et en mon nom propre, je remercie Geneviève d'avoir fait une partie du voyage avec nous et nous restons dans l'attente de ces livres-là qui doivent sortir. Magie Bleue et le livre sur la photographie avec les états d'âme. Oui, peut-être bien qu'un jour. Respect, Geneviève. Merci, merci. Et le voyage continue sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Et nous avons avec nous notre ami de longue date. Mon Dieu, ce que les années passent vite. J'ai connu Lionel Duvalsin avec de beaux cheveux noirs et une barbe qui commençait à peine. Et là maintenant, c'est un monsieur sérieux, avec des cheveux gris. Et un monsieur qui a un bagage enrichissant. Lionel Duvalsin est un ingénieur de profession, professeur à la faculté des sciences, maîtrise de l'Université de Montréal en sciences de l'information, carrière au ministère des Travaux publics. Il a commencé comme chef de section et il a fini jusqu'à la direction générale. Il a travaillé pour la ville de New York. Il a enseigné les métiers ayant trait à l'environnement. Et aujourd'hui, il va nous parler justement d'environnement. Alors, nous regardions tantôt une carte d'invitation sur laquelle il y avait un très beau dessin du marché Vallière. Et je disais à Lionel, est-ce que nous allions être bien s'il pleuvait ce soir-là? Et Lionel m'a répondu, plaise à Dieu qu'il ne pleuve pas. Et là, je demande à Lionel de me parler non seulement du bas de la ville, de la rénovation du marché en fer, mais de la reconstruction du centre-ville. Et évidemment, Lionel va nous emmener vers Pétionville. On ne saurait parler du centre-ville et oublier Pétionville. Pétionville, autrefois, où on avait l'odeur des ilans et les flamboyants en allée qui montaient. Et là, l'après-midi, on se disait ce qu'il fait beau à Pétionville et on se cherchait un chandail ou un boléro. Mais c'est loin tout ça.
Et le soir, on allait à pied vers Cabane Choukoun. Alors, Lionel a sorti un article dans le Nouvelliste en 2008. C'était le numéro du 30 mai au 1er juin 2008. Cet article, évidemment, a été exploité par d'autres institutions. Mais c'est un article qui a eu des échos jusqu'en Afrique. Et cet article s'intitulait « Pétionville, le Big Boom Poum. Absence de code de construction ». Article qui nous parle des mots de la cité. Alors Lionel, honneur. Honneur, Ariel. C'est un plaisir de vous recevoir à bord et de parler du centre-ville et de Pétionville. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attend? Quelle est l'épée de Damoclès? Remplissez les pointillés pour nous. Eh bien, Pétionville, dont tu as parlé tantôt, avec des senteurs exquises, et maintenant, je pourrais dire, a perdu toutes ces bonnes vapeurs. Et là, déjà, bien avant 2008, j'avais pensé à faire sortir cet article. Et finalement, vous savez, celui qui écrit, à un certain moment, ce qu'il a en lui, il ne peut plus le tenir. Et un jour, pendant la nuit, une nuit, et je me suis réveillé parce que je ne pouvais plus contenir cet article et j'ai écrit Pétionville, le Big Boom Poum. Pétionville a été envahi ces derniers temps par les gens du centre-ville, par le commerce, par le gros commerce, le petit commerce, les banques, tout monte à Pétionville. Le marché informel sur les trottoirs. Pétionville est totalement occupé. Alors, Pétionville n'était pas prête pour accueillir cette masse grouillante de gens et de véhicules et les embouteillages partout. Pétionville n'était pas prête. Pétionville n'était pas conçue pour ça non plus. Pour cette agression intempestive. Tempestive, si on peut dire. Alors, ce qui est grave dans cet envahissement, je peux dire, c'est que les bâtisses, par exemple, de Pétionville, n'étaient pas vraiment prévues pour ce genre d'occupation. Et à la va-vite, les gens, chassés par les problèmes de sécurité au bas de la ville, se sont installés dans des maisons qui étaient des maisons unifamiliales. Des maisons qui avaient des infrastructures sanitaires pour une famille. Et vous voyez, ces maisons unifamiliales ont été transformées actuellement soit en banque, soit en restaurant, soit en, disons, des endroits où on reçoit parfois jusqu'à 100-150 personnes, avec une toute petite infrastructure sanitaire. Alors, on comprend bien ce qui se passe à ce niveau-là, le débordement de ces installations sanitaires, de ces fosses septiques, et assez souvent, on se balade en Pétionville et on a l'impression que ça pue. Eh bien, ça vient justement... Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Exact, c'est une réalité. Cela s'accroche à nos narines. Cela s'accroche à nos narines. À nos vêtements. À tout. Et là, l'expérience qu'on a, par exemple, quand on quitte Pétionville ou bien quand on se balade à Pétionville, et il y a cette forte odeur d'urée. Et les matins, tout le monde s'organise pour faire disparaître, pour évacuer. Et vous voyez, ces liquides nauséabondes et qui ont vraiment, dont on s'est débarrassé pendant la nuit. Et c'est ça, Pétionville. Naturellement, Pétionville est situé à un endroit où il y a des ravines qui traversent Pétionville et des eaux qui proviennent du Mont Calvaire, des eaux qui proviennent de la Montagne Noire. Et toutes ces eaux-là, furibondes, traversent Pétionville. En laissant, naturellement, tout ce qu'il y a de produits solides. Mais il y avait une canalisation prévue pour tout ça, non?
Bon, il y a des canalisations, il y avait des canalisations prévues, mais ces canalisations ont été dépassées, si je peux dire. Et d'une part, au haut de Pétionville, qu'est-ce qui se passe? Il y a une occupation sauvage et l'environnement, puisqu'on parle d'environnement, n'est plus ce qu'il était. On construit tout type de construction. Quand je dis on construit dans les hauteurs de Pétionville, et on voit toujours les bidonvilles. Mais il y a également de très grosses bâtisses qui sont localisées dans des endroits qui étaient des périmètres protégés, qui étaient des aires réservées justement pour protéger cette ville, pour protéger Port-au-Prince aussi. Parce que toutes ces montagnes, le monde de l'hôpital qui protège, qui avait pour vocation de protéger la ville, et bien maintenant, c'est un véritable impluvium mis à nu. Et à la moindre averse, ce qui arrive, Pétionville est inondé, le bas de la ville Port-au-Prince est inondé par des eaux furibondes. Et maintenant, c'est le grand Port-au-Prince, Carrefour, Pétionville, ce n'est qu'une balade. Autrefois, Pétionville, on habite à Pétionville, on se rendait à Port-au-Prince. Bon, maintenant, tout est lié. On va à Carrefour, on va à la Croix des Bouquets, on ne se rend même pas compte. Et on a laissé. Oui, autrefois, c'était une zone de villégiature, voilà, Pétionville. Pétionville, c'était la zone. C'était très boisé. Très boisé. Et avec ces occupations sauvages, et naturellement, du point de vue urbanistique, l'État n'avait pas pris les devants pour décider du développement éventuel de cette ville. Parce que là, on n'aurait pas pu concevoir une Pétionville figée. Et le développement de toute ville est programmé. Donc, on aurait dû savoir que dans telle partie, on peut construire, dans telle partie, c'est ce qu'on appelle des zones non édificantes, on ne construit pas, en considérant des critères de pente et de bassin versant, de sources éventuellement. Et quand on parle de sources, actuellement il y a des sources que la CAMEP, qui n'est plus CAMEP, que la DINEPA, que la CAMEP autrefois exploitait, et maintenant qu'on ne peut plus exploiter. Parce que ces sources sont totalement polluées et les gens qui viennent occuper les espaces, bien naturellement, ils ont des besoins tout à fait naturels et ils utilisent l'eau, mais ces eaux utilisées doivent être évacuées et on jette dans des ravins qui correspondent à des périmètres de protection des sources et ça c'est un véritable problème, disons. Mais comment remédier à tout ça? Quelles sont les solutions à apporter? Quelle est la démarche à suivre? Bon, les démarches à suivre, définitivement, on doit penser à évacuer les gens qui se trouvent dans ces aires protégées, dans la périphérie, dans les aires protégées et des sources. Actuellement, ça ne peut pas se faire de façon brutale et ça peut se faire de façon harmonieuse et programmée. Il y a des espaces qui sont disponibles, peut-être vers le nord de la ville. Actuellement, ces zones commencent à être occupées de façon sauvage également. Quand on passe du côté des sources puantes, etc., après le 12 janvier, les gens ont envahi toutes ces zones et tous ces endroits qui, à mon avis, devaient être l'endroit privilégié pour une nouvelle ville. C'est ça, pour le développement, pour pouvoir déplacer les gens de façon harmonieuse et prendre ces espaces. Et quand je dis prendre ces espaces de façon régulière, c'est-à-dire dédommager, exproprier, dédommager, assainir et prévoir des bâtisses où on viendrait loger ces gens qui se trouvent quelque part que ce soit du côté de Jalousie, que ce soit dans toutes ces aires-là où on a des sources. Et à ce moment-là, on pourrait commencer à reboiser et également reprendre
possession de ces zones-là. Et Pétionville, on doit penser, par exemple, au niveau de la ville, à assainir Pétionville. Assainir. Et actuellement, Pétionville n'a pas un réseau de drainage sanitaire. Et tout le monde fait comme on veut. Et c'est le tout à l'égout. Pétionville est construite sur une sorte de conglomérat. C'est un matériau qui n'absorbe pas. C'est une sorte de calcaire et de roche calcaire qui n'absorbe pas. Donc à ce moment-là, même quand on essaie de faire des fosses septiques avec ce que nous appelons des champs d'épandage, parce que quand il y a une fosse, et la fosse septique, l'eau qui sort de ces fosses septiques doit être envoyée quelque part. Étant donné qu'on n'a pas de réseau d'égout pour envoyer, pour faire disparaître ces eaux, on construit ce qu'on appelle un puisard ou un champ d'épandage. Donc, le sol de Pétionville n'absorbe pas. Vous voyez, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a. Pétionville est construit sur un matériau assez dur, ce qui l'a peut-être protégé le 12 janvier des secousses qu'on a connues. Parce que tout le sol s'est déplacé d'un bloc. Et toutes les maisons ont déplacé d'un bloc. Il n'y a pas eu de vagues en dessous de Pétionville comme on en a eu au Canapé Vert, où on a des sols vraiment sablonneux et argileux. Au bas de la ville, on a construit quasiment sur la vase. Et donc Pétionville a cet aspect. Et je pense qu'on doit protéger Pétionville. Il est encore temps. Et on peut assainir, prévoir des projets d'abord de mettre en place des réseaux d'égouts. Quand je dis réseau d'égouts, c'est un ensemble complet. C'est-à-dire qu'on ne va pas capter les eaux pour aller les déverser dans des ravines quelque part et envoyer les pollutions à Port-au-Prince. Il faut construire des réseaux d'égouts avec des stations, des unités de traitement et à ce moment-là, le produit qui sortirait de ces stations, de ces usines de traitement pourrait naturellement être déversé dans les émissaires réguliers et qui n'auraient aucun danger pour la santé des individus et des gens qui se trouvent à l'aval de Pétionville. Mais quel temps il faudrait pour des travaux pareils à ceux-là? Bon, le temps, il faut d'abord commencer par cette planification. Vous voyez, que les mairies s'asseyent, les ministères concernés, les mairies s'asseyent et s'entendent sur un plan, un programme d'assainissement de Pétionville et des autres villes, parce qu'on a le même schéma, on le retrouve au Cap, on le retrouve à Jérémie. Vous voyez, donc, ce n'est pas un problème qui est propre à Pétionville et je pense qu'il faut que les mairies, les ministères concernés et les groupes sociaux s'asseyent et s'entendent sur le développement et à ce moment-là, on peut orienter, canaliser l'investissement vers l'assainissement des villes et des bourgades, pourquoi pas. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra vraiment penser à un développement beaucoup plus harmonieux des villes et des cités. Nous avons aussi parlé du bas de la ville. Du côté du théâtre national, il y a un vaste égout qui descend et qui passe du côté du cimetière de la ville. Qu'est-ce que c'est que ce marasme? Qu'est-ce qui a créé cette chose-là, cette mare au diable? Là, vous parlez du drainage de la ville de Port-au-Prince. C'est un projet que je connais bien et pour l'avoir un peu conçu avec notre ami ingénieur et des représentants de la BID en Haïti à l'époque. Le canal Bois-Tchène avait été conçu pour drainer toutes les eaux qui sortent depuis Pétionville et disons s'acheminer vers la mer. Actuellement, dans la conception d'un réseau de canal d'égout, les ingénieurs qui font les calculs font des calculs pour un canal qui doit charrier des eaux. Et on avait bien pris soin à cette époque-là, dans les années 80, de mettre en place
tout un appareillage autour de Pétionville et ils ont la reforestation du mode l'hôpital de façon à retenir les alluvions au niveau du mode l'hôpital. On avait prévu le ramassage des ordures et tout travaillait, tout fonctionnait très bien. Le réseau de drainage fonctionnait et à un certain moment, après leur mise en place, moi, j'ai été responsable de l'entretien des rues de la capitale. Et vraiment, j'avais noté, après l'exécution de ces travaux, et on avait commencé à reboiser le monde de l'hôpital, et on avait noté effectivement une sorte de régression progressive du débit solide. C'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins d'alluvions. Et la ravine Boitienne transportait de l'eau. Mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est mis à construire. Et je pense que c'est peut-être après 86, et au départ du Valier. Et il y a eu une période anarchique. Une véritable période anarchique où tout a été, quasiment presque tout a été démoli. Les bennes à ordures qu'on avait dans les rues servaient à faire des barricades enflammées. À Touitier, où on avait une décharge contrôlée, c'est-à-dire que les ordures qui étaient ramassées en ville étaient transportées à Touitier et il y avait ce qu'on appelait des tranchées sanitaires, c'est-à-dire qu'on mettait les immondices, on recouvrait par couche et on mettait du matériau, du sable et de la terre, on remettait encore de façon à former des casiers sanitaires. Ça fonctionnait très bien. Alors après justement cette période-là, eh bien, on a mis feu à tous ces équipements qui ont coûté des millions et des millions de dollars à l'État haïtien et que nous payons encore à travers nos taxes. Ceci n'a jamais été remplacé. Bon, ça n'a pas encore été remplacé. Naturellement, par la suite, il y a eu le SMCRS, le service métropolitain, qui, tant bien que mal, arrive à enlever les immondices des rues de Port-au-Prince. Mais vous savez, plutôt mal que bien. Toujours, il y en a toujours beaucoup. Mais vous savez, c'est cette migration vers Port-au-Prince. Vous avez des millions de gens et le tonnage qu'on avait dans les années 80 a peut-être quintuplé. Oui. Donc maintenant, les capacités de ramassage, les capacités d'évacuation ne correspondent pas à cette capacité de produire. Donc il faudrait avoir un service de ramassage, disons, comme on dit, around the clock. C'est-à-dire que constamment on ramasse. Vous voyez à Pétionville, on ramasse des immondices autour de la place Saint-Pierre, vous passez dans l'après-midi, vous en voyez, il y en a encore. Donc c'est ça, c'est cette masse de gens qui forcément produit des immondices et on n'arrive pas à curer, à éliminer les immondices. Donc pour revenir un peu au bas de la ville, donc les canaux, les canalisations, que ce soit le Boitienne, Saint-Martin, parce qu'il y a eu plusieurs canalisations à être construites, eh bien ces canalisations-là, quand les gens se sont mis à occuper de façon sauvage les espaces, eh bien, que fait le type? Il vient, il occupe la terre, d'ailleurs il commence à éliminer les arbres et il se met à fouiller pour faire les fondations de sa maison. Le produit de fondation est évacué vers les ravines. Bien sûr, pendant la saison sèche, il n'y a pas de problème, mais quand il se met à pleuvoir, eh bien, tous ces produits, ces gravats, tout envahit et le système de canalisation qui maintenant est obstrué. En plus des immondices qu'on n'arrive pas à ramasser, et vous avez un système qui est là, qui aurait pu fonctionner, mais qui n'est plus fonctionnel. Donc quand il pleut, vous avez toute l'eau qui passe directement sur la chaussée et qui va dans les points bas, forcément. L'eau dévale et se retrouve devant le théâtre national, etc., qui constitue un point bas et se repose là. Et ça, c'est le problème. Et là, ça me préoccupe, et en ce sens qu'on parle maintenant de reconstruction du centre-ville.
Donc il faudrait d'abord nettoyer, c'est-à-dire enlever le pus de la plaie avant de dire qu'on va cicatriser. Bon, il faudrait même remonter à l'amont de cette plaie. C'est-à-dire que même quand on va nettoyer, eh bien, ce qui produit, l'élément producteur n'étant pas détruit, vous serez amené à nettoyer constamment. Alors là maintenant, il faut remonter à l'amont. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le rôle de l'ingénieur. C'est-à-dire, l'ingénieur ne regarde pas le problème là où il se trouve, il se pose des questions. Mais pourquoi? Il doit aller à la source. Voilà. Donc il remonte. Et là, on remonte, on voit l'occupation anarchique, on voit le non-ramassage des détritus, on voit tous ces éléments-là, on se dit, voilà, il faut commencer par attaquer. Il faut commencer par reconstituer cette verdure qu'on avait au niveau du monde d'hôpital. À ce moment-là, vous réduisez entièrement le ruissellement des eaux. Il y a aussi les risques d'épidémie. Bien sûr, il y a des risques d'épidémie. Et maintenant, on parle on a malheureusement depuis l'an dernier des problèmes dus au choléra. Et actuellement, quand il pleut, effectivement, on a des apports, puisque les ravines sont des lieux privilégiés. Et pour ceux qui n'ont pas de moyens d'évacuer les excrétas, on va dans les ravines. Et à ce moment-là, quand il commence à pleuvoir, eh bien, tout ça, ça va s'étaler au bas de la ville. On se promène là-dedans, on se balade et on mange avec les menus. Et ça, c'est toutes les possibilités, disons, de faire propager cette maladie. Donc tout ce que nous mangeons devient poison. Bon. C'est la saison des mangues, des avocats, des figues bananes. Voilà, les mangues, les avocats, tout ce qu'on peut manger sans parce que les mangues, particulièrement les fruits, les bananes, eh bien, généralement... Le maïs grillé qu'on vend sur les trottoirs. Oui, le maïs grillé. Les enfants aiment tellement ça. Ça, donc là, il y a la possibilité de propagation de maladies infectieuses, de maladies qu'on appelle des maladies d'origine hydrique. Et il n'y a pas que le choléra, il y a toutes sortes d'autres... il y a les vers intestinaux, il y a toutes sortes de maladies qu'on appelle des maladies d'origine hydrique qui sont véhiculées par l'eau. Parce que l'eau, actuellement, c'est un produit incontournable. On ne vit pas sans l'eau. L'eau est indispensable à la vie. Et notre corps est constitué de 80% d'eau. Mais cette eau qui est si importante à la vie détruit aussi cette vie, peut détruire cette vie si elle n'est pas présentée sous sa forme potable, si des dispositions ne sont pas prises, par exemple pour se laver les mains, et avant et après avoir utilisé certains lieux, après avoir visité certains lieux, après avoir rencontré des gens et fait des échanges de poignées de main, on ne va pas directement dire je vais manger du pain. Il faut penser à se laver les mains. Et sinon, ce n'est pas seulement le choléra, il y a d'autres maladies que nous appelons des maladies d'origine hydrique qui sont véhiculées par cet élément si important. Et alors... le portrait n'est pas très beau. Hein? Bon, c'est très pessimiste. Le portrait n'est pas beau, mais je pense que on peut le modifier. Moi, je vois, c'est un portrait à l'acrylique, si on peut dire. Dans notre langage, le jargon que tu comprends bien. Et justement, je fais une parenthèse parce qu'il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que parallèlement à tout ça, Lionel Duvassin écrit des articles sur l'art et ce sont des articles fort intéressants et même très enrichissants. Bon. Et il arrive que l'on sorte l'art du fatras. Oui, maintenant, c'est tout nouveau. Je vois qu'il y a des pièces et si on prend ces éléments-là du fatras, bon, c'est des éléments méprisables, mais il y a des jeunes, des artistes qui arrivent à en sortir des chefs-d'œuvre. Et je pense que c'est comme ça. Haïti, on peut sortir Haïti de cet état
dans lequel de elle souffrance se trouve. chronique. De cet état de souffrance. On a trop souffert dans ce pays. Et on a trop souffert. Il est temps que ça cesse. Voyez, Donc nous devrions être peut-être plus réalistes. ça. Revenir un peu à cette réalité. Et on a connu des jours meilleurs. Et peut-être qu'on n'a pas su les apprécier, mais on a connu des jours meilleurs. Et je pense qu'on peut, et si on le veut, redonner à Haïti peut-être ce visage d'antan et peut-être mieux, beaucoup mieux que ce visage d'antan, aller au-delà. Parce que moi, je pense que tout individu peut porter en lui un rêve. Et Celui qui ne rêve pas n'existe plus. n'existe plus. Et je suis obligée de m'arrêter parce qu'on me dit que, est-ce que c'est la peur d'entendre plus de vérité? Mais on me dit que l'heure nous est comptée. Alors là, nous devons abréger le voyage, mais il est évident que je vais demander à Lionel Duvalsin de venir à nouveau nous rencontrer afin de nous parler davantage. Et cette fois, ce sera certainement de reboisement, parce qu'il ne suffit pas de refaire l'esthétique de Port-au-Prince et de Pétionville. Il faut aussi trouver là où saigne la plaie. Amis téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Dieu vous garde. Respect. Respect, Lionel. Respect, Marie-Alice. Et je te remercie de m'avoir reçu. À la très prochaine. Mais bien sûr, je suis disponible.